Salut à vous les amis cinéphiles. Je voulais faire une vidéo un peu plus courte cette fois-ci pour vous présenter une petite partie de ma collection qui est cette fois spécialisée autour de la collection Make My Day de Jean-Baptiste Aurey. Donc c'est une collection assez récente, hein, produite par ce critique Jean-Baptiste Aurey, je ne sais pas si vous connaissez, assez connu dans le milieu des critiques cinéphiles et du cinéma de genre en général. Il a fait cette collection oui, donc, qui date d'à peu près 2 ans. Et j'ai quelques numéros avec quelques films très intéressants, donc j'avais vraiment envie de revenir dessus assez rapidement. Winter Kills, donc c'est un film de William Richer. Alors je sais pas trop ce qu'il a fait, c'est pas vraiment pas très connu. Il faut savoir que c'est vraiment une collection de petites perles assez méconnues, parfois de grands réalisateurs, parfois de réalisateurs pas très connus, de petits artisans pas assez connus. Et c'est vraiment des films à redécouvrir, des petits films cultes, des curiosités, des choses très intéressantes. C'est vraiment une assez belle découverte. On pourrait considérer un peu ce film comme le dernier thriller paranoïaque des années 70, le dernier de l'âge d'or. Vous savez, ces films dans la lignée des films de Pakula, des films comme Paradox Lux ou Les Hommes du Président ou Clute, des films de Sidney Lumet, tous ces films de paranoïaque post-Watergate, post-Nixon, Conversation secrète de Coppola. Et on pourrait dire que celui-là, c'est un peu, comme dirait Jean-Baptiste Aurey, la queue de comète de cette vague de films, avec le Blowout de Palma qui sortira un an après. Bon, après, je vais un peu répéter les propos de Jean-Baptiste Aurey, mais c'est un film assez intéressant, vraiment, sur la théorie du complot et toutes ces histoires de machination politique. Un casting de fou, euh, un John Huston très semblable à son rôle de Noé dans le Chinatown de Polanski. On a un Anthony Perkins presque schizophrène, hein, qui pourrait rappeler le Norman Bates de Psychose. On a Jeff Bridges, on a les acteurs de Docteur Folamour de Kubrick. Un film vraiment intéressant. Ensuite, on a le Extrême Préjudice de Walter Hill. Alors là, on est vraiment dans la vague des films d'action des années 80, post-Rambo, post-Cosmato, tous ces films-là. On a aussi Commando, hein, avec Schwarzenegger. Et il faut savoir que Walter Hill, c'était un petit protégé de Sam Peckinpah, et ça se ressent beaucoup dans ses films, dans ses influences, hein, notamment dans un film comme Guet-apens, qui était réalisé par Peckinpah, mais en partie écrit par Walter Hill. Walter Hill, un réalisateur des Guerriers de la Nuit, réalisateur de Sans Retour, réalisateur de 48, la saga des 48 heures avec Eddie Murphy et Nick Nolte. On est vraiment dans cette vague de films d'action assez musclés, assez vénères, même si c'est pas testostéroné comme les films de Schwarzenegger ou les films de Stallone. Mais c'est une sorte de remake assez hardcore, très 80 de la Horde sauvage, sauf que ça se passe chez les trafiquants de drogue au Texas. Et un film pareil avec un casting assez exceptionnel. Encore Nick Nolte, un des acteurs fétiches de Walter Hill. C'est vraiment un très bon film aussi. On a un double programme Folle à tuer et Canicule, donc deux films de Yves Boisset, ce grand réalisateur français très connu, qui avait fait par exemple un de mes films français préférés qui est Dupont-la-Joie. C'est un réalisateur qui aborde toujours des sujets très difficiles au sein du système du cinéma français, que ce soit le racisme dans Dupont-la-Joie, que ce soit presque le viol et l'harcèlement dans Folle à tuer. Dans Canicule aussi, c'est pareil, c'est ces petits bayous très presque américains. On se retrouve dans le Texas avec ce Lee Marvin qui débarque dans cette vieille France plein d'inceste, plein de choses assez dégueulasses, espèce de polar poisseux qui se passe justement pendant une canicule. On a une influence très américaine dans son cinéma, mais c'est assez intéressant. Faut la tuer avec Marlène Joubert. C'est pareil, une sorte de relecture aussi de Alice au Pays des Merveilles, hein, cette histoire d'une fille qui devient fille au père après être sortie d'un hôpital psychiatrique, et elle va tomber dans des histoires de machination par rapport au gosse qu'elle doit garder, dans une histoire complètement folle qui lui montre que finalement le monde extérieur est beaucoup plus fou que l'hôpital psychiatrique dont elle vient de sortir. On pourrait dire que c'est Alice qui est tombée dans le terrier du lapin blanc, et c'est vraiment un film très intéressant. Ensuite, on a Il Mastro di Vigevano,
C'est un film pas très connu, encore une fois, hein, comme tous les films de cette collection, de Elio Pietri. Elio Pietri, un grand réalisateur politique du cinéma italien des années de plomb. Peut-être son film le plus connu, c'est Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Là, c'est un grand Alberto Sordi, grand acteur de la comédie italienne, des films de Dino Risi. Si vous connaissez par exemple Une vie difficile, qui est un des plus grands films italiens de la période. Là, cette fois, on est vraiment pareil dans la révolution industrielle du début des années 50 et 60, ce qui va après arriver avec le néo-réalisme rose, cette histoire d'un professeur qui va être complètement dépassé par les événements et qui va se retrouver à bosser une usine de chaussures. Un très beau Elio Petri des années de plomb post-néo-réalisme. Peut-être mon préféré de la collection, c'est Road Games, c'est Détour mortel, je crois en français, avec Stacy Keach et Jamie Lee Curtis, réalisé par Richard Franklin qui avait fait Psychose 2, qui était une assez bonne suite du premier Psychose. Pareil, un artisan du cinéma assez intéressant, qui rend souvent hommage à Hitchcock. On pourrait dire que c'est un peu le Hitchcock australien. Et ce film est vraiment un fenêtre sur course sur la route, en fait. Cette histoire d'un homme qui va soupçonner quelqu'un d'être un tueur, une espèce de tueur invisible qui va poursuivre sur la route, une espèce de relecture inversée du duel de Spielberg. Mais c'est très très intéressant ce remake de Fenêtre sur cour, très paranoïaque, même jusqu'à la limite de l'onirisme, avec bien sûr un Jamie Lee Curtis qui est là encore une fois pour rendre hommage à Hitchcock. Hein. C'était la fille de l'actrice de Psychose, hein. Janet Leigh, pardon. C'est pareil, un de mes films préférés de la collection. Vraiment, si vous aimez cette vague de exploitation de films australiens, que ce soit les Razorback, que ce soit bien sûr les Mad Max ou les films de Peter Weir. Je trouve que Richard Franklin est vraiment un artisan assez intéressant de cette période. On a le Mandingo, donc de Richard Fleischer. Hein. Richard Fleischer, j'en ai déjà parlé, mais c'est un réalisateur touche à tout, qui a fait énormément de choses différentes, qui a bossé chez Disney, qui a fait L'étrangleur de Boston, qui a fait des petites séries B de science-fiction et des grands films aussi. Hein. Le Voyage fantastique, hein, bien sûr. Mandingo, c'est peut-être un de ses films les plus sulfureux. C'est sur l'esclavagisme et les sudistes et comment ils manipulent les noirs pour s'en servir pour des combats de Mandingo. Hein. Si vous avez vu et aimé le film de Tarantino, Django Unchained, on voit des combats de Mandingo dans ce film. C'est un film assez malaisant parce que, comme il est dit dans les bonus du DVD, c'est une espèce de relecture beaucoup plus réaliste et beaucoup moins on va dire, épiphanique et d'épinal du Autant n'emporte le vent de Fleming. Hein. Qu'est-ce qui se passe derrière le côté hollywoodien de tout ça? Outre les histoires d'amour et les histoires de terre, on a aussi des noirs qui sont maltraités, des images très 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 dures. C'est vraiment, oui, la face cachée de Autant n'emporte le vent, avec cette actrice, hein, je sais plus comment elle s'appelle, Suzanne George, j'ai marqué, qui jouait déjà dans les Shanghai, donc déjà une actrice qui traîne quelque chose d'assez sulfureux derrière elle. C'est un film aussi à James Mason, hein, dans un rôle abject. Hein. Grand James Mason, hein, j'adore quand il fait ses rôles de monstre, comme son rôle dans Boys from Brazil hein, de Frankenheimer. Aussi très beau film de Bogdanovich, Peter Bogdanovich, hein, le réalisateur de La Cible, de La Dernière Séance, de La Barbe à Papa, grand réalisateur du Nouvel Hollywood, hein, ce grand réalisateur qui était nostalgique d'un cinéma passé, d'un cinéma classique des années 50, et qui disait qu'à partir des années 50 et quand il a commencé à faire du cinéma dans le Nouvel Hollywood, au sein du Nouvel Hollywood et dans les années 60, il a dit que toutes les histoires avaient été racontées et que maintenant le cinéma va faire que se répéter. Et c'est un truc que je trouve assez beau, cette espèce de tristesse et de pessimisme vis-à-vis du cinéma. On ressent ça dans tous les films de Bogdanovich. Et ce film-là, c'est un hommage au Nickelodeon. C'est un hommage aux premiers faiseurs du cinéma, les John Ford, les Raoul Walsh, les David Griffith, qui allaient faire leurs films dans le désert, qui s'entouraient d'avocats, qui s'entouraient de producteurs, et qui prenaient leur caméra, qui prenaient leur matériel, et qui se retrouvaient des fois à cause de malentendus, hein, comme le personnage de Ryan O'Neal, qui va être une espèce d'avocat, qui va se retrouver dans l'aventure du cinéma et du début du Nickelodeon. C'est un film très très beau. Qui montre vraiment un côté presque naïf du cinéma avant que ça devienne beaucoup plus grand. On a vraiment
c'est voilà, Bogdanovich est un réalisateur qui a rencontré des réalisateurs comme Walsh, comme Ford, qui a beaucoup discuté avec eux, et ça se sent. Le film est tourné aussi comme une espèce de slapstick en noir et blanc, même s'il existe une version couleur. Il y a un côté très burlesque qui part par moments dans l'intimisme à la Paper Moon, justement, Nouvelle Hollywood, que moi j'aime beaucoup. Oui, c'est un film sur un spleen, sur une tristesse du cinéma disparu. J'aime beaucoup cette fin. Bon, je vais pas spoiler, mais quand voilà, ces gens ont fait un petit film qui leur tiennent à cœur et qui voient arriver sur les premiers écrans les films de Griffith comme Intolérance ou Naissance d'une nation, ils se disent que ça les dépasse complètement. Et il y a quelque chose d'assez beau, je trouve, dans ce film, voilà, d'un phénomène qu'ils ont créé et qui finalement va leur échapper, leur passer entre les doigts et devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Et le dernier de ma collection, donc c'était le premier dans l'ordre qui était sorti dans la collection, c'est Le 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava. Peut-être un des plus grands giallo, un des plus grands archétypes du giallo, avec peut-être l'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento, et aussi La fille quand on savait trop de Mario Bava aussi, hein. Voilà, c'est le classique du giallo, c'est le classique du whodunit, du polar italien gore, qui fonctionne sur plusieurs points de vue, un peu à la manière d'un blow-up d'Antonioni ou encore une fois de chez Hitchcock, Fenêtre sur cour par exemple. C'était un très grand film, hein, un très grand classique, et c'était le premier de la collection. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo assez courte pour vous présenter cette petite partie de ma collection, la collection Make My Day, fait par Jean-Baptiste Auré. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a beaucoup de films qui me manquent. J'aimerais bien m'en prendre quelques autres qui sont dans la liste, mais bon, j'ai aussi beaucoup d'autres films à voir. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite collection. Il y avait vraiment des petites perles, hein. J'espère que je vous ai donné envie de voir ces films et de découvrir. C'est assez varié, hein. Il y a du cinéma français, du cinéma italien, du cinéma américain, du thriller, du film d'action, de la comédie. Donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais continuer ma vidéo sur les Blu-ray, faire une troisième partie parce que j'ai encore tous les films de 2016 jusqu'à 2019-2020. Donc je vous dis à plus et bonne journée.